qu'est-ce que la lithothérapie ? Nous allons d'abord aborder une vision plus cartésienne dans cette première approche. La lithothérapie est une pratique pseudo-scientifique de médecine non conventionnelle basée sur la croyance et un pouvoir qu'auraient certains cristaux de bijouterie au contact ou à proximité de l'être humain. La croyance sur laquelle se basent certains de ses promoteurs est que les cristaux émettraient une résonance ou une vibration singulière qui aurait le pouvoir de guérir les maladies ou d'améliorer le bien-être psychique d'une personne. Il n'existe aucune preuve scientifique de l'efficacité de cette thérapie ou de l'existence même d'une énergie spécifique aux cristaux. La lithothérapie est donc considérée comme une pseudoscience pour laquelle les études scientifiques ne montrent aucun effet supérieur à l'effet placebo. Cette croyance dans le pouvoir de guérison de cristaux a été popularisée dans les années 1970 par le mouvement New Age et utilise souvent un vocabulaire ésotérique proche comme centre énergétique ou chakra. Cette croyance n'a aucune assise scientifique et le professeur Christian Chopin, directeur de recherche au CNRS spécialisé en minéralogie, la résume ainsi. Le monde minéral est caractérisé par son inertie. À la différence du monde vivant, il ne produit pas spontanément d'énergie, hormis les substances radioactives. Vouloir parer les minéraux d'énergie bénéfique ou d'une quelconque vertu thérapeutique par effet d'onde spécifique est du charlatanisme. Il n'y a tout simplement aucune interaction possible entre les cristaux et le corps humain. L'étymologie de la lithothérapie. Malgré des allégations récurrentes de ses promoteurs se réclamant de traditions millénaires, le mot lithothérapie n'est attesté que depuis quelques dizaines d'années. Il aurait été formé dans la seconde moitié du XXe siècle, en même temps que le terme de la phytothérapie. Il s'agit de l'association des termes grecs lithos, signifiant pierre bien entendu par opposition aux matériaux comme le bois et les métaux, et thérapia, signifiant cure, prendre soin d'eux. Littéralement parlant, ce mot signifie donc méthode qui soigne par l'usage des pierres. Les pratiques de la lithothérapie. Selon certains promoteurs de cette pratique, les cristaux émettraient une énergie dite fine, bénéfique, quelle qu'en soit la forme, brute, polie, taillée. Comme les autres pseudosciences, la lithothérapie ne s'appuie sur aucune démonstration scientifique et n'a jamais démontré la moindre efficacité clinique. Les pierres peuvent ainsi être portées sur soi sous forme de pendentifs, de colliers, de bracelets, ou être déposées dans la pièce sous sa forme brute, de géode ou d'objet de décoration. La zone de portée augmenterait avec la taille du cristal. En lithothérapie, un cristal agirait selon son type sur la fréquence vibratoire de certains points du corps, assimilés aux chakras de la tradition indienne ou aux méridiens de l'acupuncture. Parmi les sources plus anecdotiques, en Haute-Loire, on a utilisé des pierres à venin, qui étaient en fait souvent d'anciennes haches polis néolithiques en variolite, qu'on trempait dans de l'eau qui servait pour soigner les morsures de serpents et piqûres d'insectes. Les principes de la lithothérapie, en général, les pouvoirs ou capacités des pierres semblent directement proportionnels à leur valeur marchande, à cause de sa rareté, son mode d'extraction ou du travail effectivement du joaillier. A l'inverse, les pierres peu chères, telles que l'agate, auraient des capacités moindres.
La valeur d'achat de la pierre du lithothérapeute au joaillier influencerait directement les pouvoirs de la pierre en question. Plus le pratiquant est prêt à dépenser, plus les pouvoirs supposés seraient importants. La lithothérapie d'un point de vue médical. La lithothérapie est bien à distinguer de l'usage médical de certains minéraux possédant de fait des propriétés médicamenteuses quand ils sont absorbés par le patient, ce qui va du sel aux différents carbonates actifs sur le système digestif, en passant par les oligoéléments dont l'importance dans l'équilibre du corps est désormais bien établie. Aucune pratique médicale n'emploie des microcristaux d'origine minière ou issus de collecte minéralogique, et la seule voie d'administration reste l'ingestion de minéraux assimilables par le tube digestif, ce qui n'est pas le cas des pierres utilisées en lithothérapie. La lithothérapie. Découvrez les bienfaits des pierres et des cristaux. Depuis des milliers d'années, l'importance des pierres et des minéraux est connue par les rois et les reines et bien d'autres civilisations du monde entier. On les retrouve dans les tombes ornant les armes et les sépultures des grands chefs. Ces minéraux servaient de porte-bonheur dans les anciennes organisations indiennes, égyptiennes, mésopotamiennes ou grecques. Leurs filtres, présents dans la mythologie, seront assimilés plus tard aux sorcières. Ils pouvaient transformer les hommes en bêtes ou en plantes. Rappelons que du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe siècle, les médecins étaient aussi chimistes, alchimistes et astrologues. Ils nous ont laissé leurs écrits sur leurs remèdes miracles. Était utilisée alors la théorie des signatures. Ainsi, les pierres rouges devaient guérir des maladies du sang, les pierres jaunes, celles du foie, etc. Vous voyez qu'il y a différentes approches. C'est à chacun d'y trouver la sienne, énergétique, scientifique, voire magique. Mais qu'est-ce que la lithothérapie ? Le terme lithothérapie vient du grec lithos, qui signifie pierre, et thérapia, thérapie. La lithothérapie est une technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l'objectif d'apporter un soin. Les pierres et cristaux agissent sur le plan physique et psychique en rééquilibrant les fonctions vitales de l'organisme. La lithothérapie fait partie des thérapies énergétiques holistiques qui sont réputées pour favoriser l'équilibre de l'organisme. Mais comment agit la lithothérapie ? Les pierres et cristaux s'utilisent de différentes manières, par contact direct sur la peau, en bijoux par exemple, en massage avec des huiles de cristaux sous forme d'élixir à déguster. Il existe une grande affinité entre les cristaux composés de silicium et notre corps. Au cœur du noyau des cellules de celui-ci se trouve le système vibratoire composé également de silicium. Avec la lithothérapie, il y a résonance. La pierre envoie au corps un signal porteur d'informations vibratoires qui, en fonction des besoins, harmonise l'organisme, le purifie énergétiquement ou le stimule. Les différentes classes de minéraux. On peut classer les minéraux par leur composition chimique. Pour un usage en lithothérapie, il est judicieux de connaître les 8 grandes familles. En effet, elles ont chacune des propriétés énergétiques spécifiques. Les éléments natifs, le diamant par exemple avec sa pureté et son caractère unique. Les oxydes, leurs propriétés sont dynamisantes comme le rubis, le saphir, l'hématite. Les sulfures, les pyrites et les blends permettent d'évacuer des énergies bloquées. Les silicates, la plus grande classe de minéraux. Quelques exemples. Le grenat permet l'autonomie. La tanzanite régénère. La tourmaline canalise l'énergie. La jade calme. La charoïte
protège des influences extérieures et la labradorite apaise. Les carbonates, la calcite et la malachite qui aident chez un enfant ou une personne âgée. Les phosphates, comme la turquoise, dépolluent. Les sulfates, classe assez rare, comme l'angélite, protègent de l'extérieur. Les halogénures, comme la fluorite, qui a des propriétés clarifiantes. Comment choisir mes pierres et cristaux ? Si vous êtes dans une boutique de cristaux, laissez-vous guider par votre intuition. Prenez la pierre en main, palpez-la, ressentez sa chaleur, sa texture. Est-elle rugueuse ou lisse ? Est-ce qu'elle vous attire ? Sinon, de manière réfléchie, à partir de vos lectures, vous pouvez combiner une approche rationnelle et une approche intuitive afin de commander en ligne. Pour une lithothérapie efficace, les pierres doivent être pures et d'excellente qualité, naturelles, non synthétiques, non traitées par des produits chimiques, non teintées, non chauffées, non reconstituées ou artificiellement électrisées. Attention à certains sites internet où la provenance n'est pas certaine. Pour une bonne activité énergétique, choisissez des pierres et cristaux de bonne taille. La pierre doit peser entre 50 et 100 grammes. Et maintenant, comment nettoyer mes pierres et mes cristaux ? Chez l'être humain, la pierre utilisée en lithothérapie véhicule de l'énergie. Elles sont capables de l'emmagasiner pendant des millions d'années, renfermant des informations physiques et énergétiques dans leur cristallin. Extrêmement sensible à son environnement, le minéral peut aussi conserver les émotions et les pensées de la personne qui la porte et également de son entourage. Il est donc indispensable de les purifier. Il est d'autant plus nécessaire de nettoyer sa pierre si des événements négatifs se sont produits lors d'une journée. En revanche, si vous avez passé des moments heureux, remplis de paix, d'amour et de rire, le nettoyage ne sera pas nécessaire. La purification par l'air est la plus simple. Ouvrir les fenêtres de la pièce où les pierres se trouvent, faire brûler de l'encens ou diffuser des huiles essentielles. La purification par l'eau, en passant la pierre sous l'eau du robinet pendant 30 secondes est la méthode qui convient à la plupart des cristaux. La purification avec une géode d'améthyste peut aussi se faire, à condition qu'elle soit aussi grande pour que vous puissiez y déposer vos pierres. Maintenant, comment recharger les cristaux ? Les pierres, notamment poreuses et tendres, se vident facilement auprès de personnes malades ou endeuillées. Elles peuvent même changer de couleur. Il existe plusieurs méthodes pour les recharger. Par exemple, en les exposant au soleil. La lumière est le meilleur moyen de recharger toute chose, comme les êtres humains. Les pierres qui se dynamisent au soleil sont la citrine, le rubis, la spinelle, l'ambre ou la pyrite. En revanche, l'améthyste, la fluorite et l'aigue marine ne supportent pas l'exposition au soleil. On peut aussi profiter de la lune, comme pour la pierre de lune, l'opale, la tiffany et la perle. Celles qui aiment l'eau sont la turquoise, la malachite, l'azurite, la varacite et l'opale. Et évidemment, le cristal de roche lui-même purifié. Vous pouvez utiliser une druse, tapis de petits cristaux et y déposer les pierres pour la nuit par exemple. Comment porter ma pierre ou mon cristal ? Le contact avec la peau et le minéral est idéal. Vous pouvez tenir la pierre dans la main, la poser sur vous pendant une séance de méditation. Fixer la pierre sur le corps est également possible en pendentif ou l'accrocher avec un sparadrap pour soutenir énergétiquement une zone spécifique du corps par exemple. Mais puis-je associer plusieurs pierres et cristaux ? Il existe quelques règles à respecter pour une lithothérapie cohérente. On associe les pierres
de même taille, un cristal de roche avec un quartz rose. On associe les pierres qui ont des composés chimiques identiques, la malachite et l'azurite, qui contiennent du cuivre. En revanche, on isole des pierres qui ont une forte personnalité, comme l'œil du tigre, qui se suffit à elle-même, et on évite d'associer les gemmes aux propriétés opposées. Par exemple, une opale pour aider une personne à être plus ouverte et une améthyste qui doit au contraire le contenir. Nous pouvons aussi apprendre comment fabriquer ma propre eau de cristal. On doit cet usage à Hildegarde de Bingen, religieuse bénédictine, voyante, guérisseuse, mais aussi femme de lettres et de sciences au XIIe siècle en Allemagne, qui recommandait aux malades de boire cette eau. Pour utiliser les eaux de gemme en lithothérapie, il faut nettoyer votre pierre, la passer sous l'eau courante du robinet. Ensuite, pour la recharger, la plus simple est de mettre les pierres et cristaux dans un récipient en verre, rempli d'eau filtrée. Recouvrez ensuite le récipient de gaz et placez-le dehors pendant 24 heures, 2 jours avant la pleine lune ou sous le soleil. Retirez la pierre et conservez le liquide dans une petite bouteille en verre. Il peut être conservé 3 jours au réfrigérateur et vous pouvez le consommer tel quel. Cependant, il est vivement recommandé de ne jamais ingérer un liquide provenant d'une pierre contenant du soufre, comme le zircon, la pyrite, la cinabre, la vanadinite, la marcassite, et éviter les pierres qui contiennent du fer, comme l'hématite et la magnétite, et celles qui contiennent du cuivre, comme la malachite. Il est bien entendu que je vous donne ces informations à titre historique et qu'en aucun cas je vous incite effectivement à en faire l'usage. Maintenant passons à la conservation des pierres précieuses et comment les conserver. Il faut être attentif à bien éviter les chocs avec les pierres, qu'ils soient physiques, thermiques ou émotionnels. Une pierre portée par une personne en situation de fragilité intérieure peut voir ses pierres se fendre. Dans ce cas, l'action de la pierre devient caduque. Les pierres et cristaux doivent être conservés au sec dans un linge de coton ou de soie propre. Séparez les pierres poreuses des pierres plus dures et vous pouvez les regrouper par caractéristiques ou par couleur. Allons maintenant admirer la couleur des pierres et cristaux. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde différente nommée fréquence. La pierre va véhiculer sa fréquence d'énergie et avec sa propre couleur potentialiser son effet. On peut regrouper les pierres pour un usage en lithothérapie en fonction de leur couleur. Elles peuvent rééquilibrer les chakras en souffrance. Le premier chakra est sous la couleur rouge avec la notion d'incarnation, le jaspe, le grenat, le rubis et le spinel. Le deuxième chakra est de couleur orange avec la fécondité, l'opale de feu, la cornaline, la pierre de lune. Le troisième chakra est de couleur jaune avec sa notion de discernement, la citrine, l'ambre, l'œil du tigre, la pyrite, la calcite, la pierre de soleil. Le quatrième chakra de couleur verte avec l'amour, l'aventurine, l'émeraude, le quartz rose, le kunzite, l'aphrodite. Le cinquième chakra de couleur bleue avec la communication, la turquoise, la chrysocole, le larimar, la calcite bleue. Le sixième chakra de couleur indigo et son intuition, le lapis lazuli, le saphir, l'azurite, la tanzanite. Et le septième chakra est la couleur violette et son mot-clé, l'âme.
l'améthyste, la sugilite, la charoïte, la fluorite violette. La lithothérapie en pratique. Découvrez quelques suggestions pour les mots courants de la vie quotidienne avec l'aide des pierres et des cristaux. La lithothérapie pour les problèmes de peau. En plus des recommandations habituelles, on peut se nettoyer la peau avec une eau d'aventurine le matin. La lithothérapie pour l'appareil respiratoire. L'ambre accompagne le système respiratoire. On peut porter un collier d'ambre large au niveau de la poitrine, par exemple. La lithothérapie pour l'inconfort articulaire. Sur le plan vibratoire, la malachite est réputée pour agir sur les mécanismes énergétiques, notamment en raison de la présence de cuivre. Elle accompagne l'organisme dans une action globale visant à éliminer certains excès, ce qui permet d'agir sur la matière. Appliquez-la sur une zone concernée en l'attachant avec un sparadrap. Ne pas oublier de la rincer à l'eau après utilisation. La lithothérapie pour le sommeil. L'améthyste agit sur le stress, facilite le sommeil et évite les réveils nocturnes. Placez-la sous l'oreiller. La lithothérapie pour des bégaiements. La calcédoïne bleue agit sur tout ce qui entrave la parole. Portez une calcédoïne en pendentif au niveau de la gorge. La lithothérapie si vous voulez un bébé. La cornaline est réputée pour dénouer les blocages émotionnels lors de la conception. Vous pouvez la mettre sous l'oreiller ou la prendre en élixir prêt à boire qui existe dans le commerce. La lithothérapie pour le transit. La tourmaline améliore un transit lent. Posez une belle tourmaline sur le bas du ventre 10 minutes par jour jusqu'au retour à la normale. Le quartz fumé aide à diminuer la douleur et soulage les crampes. Prenez de l'élixir ou de l'eau de quartz fumé en toile de fond. La lithothérapie pendant une grossesse. L'hématite est un tonique général et va apporter du fer et renforcer le sang. Elle est recommandée pour accompagner les mesures médicales en cas de carence en fer, comme c'est souvent le cas pendant une grossesse. Elle aurait la propriété de stimuler la production de globules rouges, de nettoyer et d'oxygéner le sang. Prenez l'hématite sous forme d'élixir ou d'eau. La lithothérapie pour la perte de cheveux. Le lapis lazuli renforce les cheveux et favorise la repousse. Massez tous les jours votre cuir chevelu avec l'eau de lapis lazuli et prenez-en aussi par voie orale, en élixir tout près. La lithothérapie pour la timidité. La labradorite est appréciée par les personnes introverties qui ont besoin d'exprimer leur talent. Elle peut être posée sur un bureau, dans une entrée ou, bien entendu, la garder dans sa poche. La lithothérapie pour la digestion. Le jaspe jaune régule de façon vibratoire l'organisme pour une digestion harmonieuse. Vous pouvez poser la pierre sur la zone concernée directement sur la peau pendant une vingtaine de minutes par jour. La lithothérapie pour la fatigue. La topaze impériale est revitalisante. Portez votre topaze en pendentif sur la poitrine, à même la peau. Elle vous rechargera en énergie. La lithothérapie pour les cycles irréguliers. La malachite aide à régulariser les cycles. Elle est appréciée par les adeptes de la lithothérapie. La lithothérapie pour les démangeaisons, l'aventurine est recommandée pour accompagner les peaux qui démangent. Vous pouvez consommer de l'eau d'aventurine ou prenez-la sous forme d'élixir prête à l'emploi à raison de 5 gouttes sous la langue 3 fois par jour en dehors des repas. La lithothérapie pour le moral. L'amazonite apaise dans le cadre d'une prise en charge globale et lutte contre la tristesse et chasse les pensées négatives.
La lithothérapie pour les inconforts liés à la ménopause. La rhodochrosite est idéale. Portez la pierre en pendentif au niveau du plexus solaire. Placez-la sur la table de chevet pour un sommeil serein. La lithothérapie pour se libérer d'anciens traumatismes. L'onyx permet de se séparer des blessures physiques et ou psychiques de notre passé. J'aurais une dernière information à rajouter sur la lithothérapie. La lithothérapie est une technique naturelle passionnante. Cependant, il ne faut pas oublier que l'on doit être rigoureux sur certains points. Ces pierres et cristaux sont vivants et peuvent nuire si on ne les utilise pas correctement. Si on oublie de les nettoyer, si on les garde trop longtemps sur soi, si on les associe mal, si on les prête. Donc, soyez attentifs à la provenance, comment ces pierres ont été ramassées, par qui, comment, où. Même principe, par rapport à l'ingestion, faites bien attention à ce que vous faites. Vous êtes responsable effectivement de vos actes. Donc faites attention sur ce point précis et sur les autres d'ailleurs. Si vous héritez d'un bijou en cristal, nettoyez-le. Rapprochez-vous d'un professionnel qui vous donnera son identité. Ainsi vous aurez sa caractéristique et notamment son mode d'emploi. Pour une vision et une utilisation de la lithothérapie encore plus complète, vous pouvez aussi l'associer par exemple à l'aromathérapie. Excellente méthode aussi.